Bonjour et bon dimanche. Aujourd'hui, pas de politique et pas de chansons ni de poésie, en tout cas pour le moment, mais une petite vidéo sur la peinture, l'art, mais et les commentaires. Pour commencer, quelques citations courtes. D'abord de Renoir. Je crois que c'est Renoir. En tout cas, je préfère que ce soit Renoir que Cézanne, qui disait: certaines personnes viennent me voir et m'expliquent pourquoi j'ai mis là du bleu, là du rouge. Notre métier est difficile et un peu de candeur est nécessaire. Je trouve ça très juste, parce qu'on ne sait pas, le spectateur, celui qui commente, ne sait pas forcément tout ce qu'il y a comme travail, comme pensée, enfin, derrière une toile. Voilà. Van Gogh qui disait: si on continue à aimer ce qui est digne d'amour, et si on ne gaspille pas son amour à des choses inutiles et fades, alors on deviendra plus fort et on obtiendra peu à peu plus de lumière. Je trouve ça aussi très juste. Et puis, je crois que c'est Cocteau, mais je suis un peu pas sûr, qui disait: après l'amour, le premier qui parle dit forcément une bêtise. C'est pareil pour une œuvre d'art, parce que quelque part, une œuvre d'art est un acte d'amour, ou de colère, mais en tout cas, c'est un acte d'amour. Tout ça pour dire qu'il vaudrait mieux parfois se taire et juste être dans l'émotion, indicible, dans l'émotion sans parole. Il y a trop de paroles, il y a trop de commentaires, il y a trop de mots qui camouflent en réalité un vide sidéral. J'ai publié sur Facebook il y a quelques jours euh, une toile, un détail d'une bouche peinte par Caravage. Voilà. J'avais mis comme commentaire, moi, comme commentaire, j'avais la légende de cette photo, c'était: par principe, estimant qu'elle se suffise à elle-même, je ne commande pas les œuvres d'art. Mais là, s'agissant d'un détail d'une peinture de Caravage, je demande juste à l'éventuel spectateur de prendre quelques instants pour regarder avec attention le velouté des ombres, la lumière qui magnifie la chair, la carnation subtile des lèvres, avec ses légers éclats de lumière. Je demande au spectateur de considérer que c'est une main d'homme armée d'un pinceau qui a réalisé patiemment, avec une sûreté de geste et de regard, la recréation de la vie dans toute sa beauté. Je vous remercie de votre attention. Eh bien voilà, il y a trop de commentaires. Alors, pour l'art contemporain, c'est très simple. Forcément qu'il y a des commentaires, parce que on est devant un tel vide esthétique, je parle de l'art contemporain, que en réalité, ce sont plus les commentaires, les exégèses, etc., qui font la renommée de l'œuvre d'art. Pas l'œuvre d'art elle-même, qui va disparaître, qui ne tiendra pas la route. Hein, c'est évident. Alors, il y a des gens qui, à juste titre, parce qu'ils ont cherché, parce que, par exemple, les historiens d'art, les gens qui vont chercher, pourquoi il y a des œuvres qui, même en étant très belles, on passe sur le côté émotion, le premier ressenti émotionnel global, et puis il y a des gens qui vont au-delà, mais parce que c'est leur métier quelque part, et que c'est intéressant d'aller voir, par exemple, tel détail d'une œuvre, tel symbole, parce que par le passé, les œuvres d'art 16e, 17e étaient chargées de symboles, de symboliques. Là, je me souviens de cette toile, je sais plus où il y a, je crois Gabriel d'Estrée, il y a une de ces, elles sont dans le bain et il y en a une qui touche le téton de l'autre. Bon, ça signifie qu'elle est enceinte, l'autre. Bon, ça, il faut aller voir dans les biographies, il faut se renseigner.
que signifie ce geste. Il y a des objets, parfois, des animaux qui sont là pour expliciter, pour donner un autre regard et un complément d'information aux spectateurs. Alors, avec le temps, nous avons, nous, perdu, nos ancêtres, enfin, à l'époque de la Renaissance ou du siècle classique, connaissaient le sens de ces symboles. Pour beaucoup, maintenant, nous savons pas. Alors, il y a des gens, dont c'est le métier, qui vont voir et qui vont expliquer pourquoi il y a tel ou tel symbole dans telle toile. Ça, c'est utile. De la même façon, lorsque on va, grâce à des techniques modernes d'investigation, lorsqu'on va voir les sous-couches sous la peinture, quand on va voir quels sont les vrais pigments, comment ils ont été fabriqués, ils ne sortaient pas du tube à l'époque, on les broyait et on les mélangeait à des vernis, à des médiums divers. C'est utile d'aller voir ce qu'il y a sous la Joconde, d'aller voir ce qu'il y a sous telle ou telle toile, dont on sait par ailleurs qu'il y avait il y avait d'abord eu un bras là où normalement il y a pu, enfin des choses comme ça. Ça c'est utile, c'est le travail des chercheurs et c'est presque de la physique, de la chimie, hein, quand on va chercher l'origine d'un pigment, pourquoi là il y a cette couleur-là, pourquoi ça a vieilli, pourquoi ça a mal vieilli, pourquoi c'est toujours resté aussi frais. C'est utile de voir ça, de le savoir. Ça n'a rien à voir avec les innombrables commentaires, exégèses, et surtout les interprétations. On a le droit d'interpréter. On a le droit, on a d'ailleurs tous les droits. Simplement, on n'a pas le droit de penser à la place du peintre et d'imaginer des choses qu'il avait dans sa tête alors qu'elles n'y étaient pas. D'accord ? Je suis peintre, pas un très bon peintre, mais je suis peintre, donc je sais comment ça se fait. Je sais quelle est la petite tambouille. Il y a plein de choses, mais qui sont impondérables. Pourquoi est-ce la première touche que l'on pose, ou le premier, comment ça s'appelle ça, un velbaccio, la première ébauche avec de la couleur un petit peu trempée dans l'eau pour placer les choses sur la toile, ça va être comme le premier mot d'un roman, ça va être déterminant pour la suite, parce qu'après c'est un enchaînement. Et c'est un enchaînement où il y a beaucoup, beaucoup de hasard et aussi beaucoup de nécessité. Il m'est arrivé de commencer une toile avec un pinceau qui était un petit peu, qui n'avait pas été proprement nettoyé. Donc il y avait un petit peu encore, mettons, du bleu. Donc la première couleur que je vais mettre, que je croyais, mettons, être du jaune, ça va devenir du vert. Par exemple, juste un exemple. Hein. Ça, c'est un accident. J'aurais dû mieux nettoyer mes pinceaux. Mais bon, parfois on est dans l'urgence pendant l'acte créateur. Moi, j'ai vu il n'y a pas longtemps sur Arte des gens s'exprimer sur des toiles dans des musées célèbres. Bon, il y a des moments, c'est juste insupportable. Ce que balancent ces soi-disant experts et ces critiques, c'est juste insupportable. Parce que ce n'est pas la pensée du peintre, ce n'est même pas son histoire qu'il raconte, c'est ce qu'ils ont, eux, dans le ciboulot. Mais dans ce cas-là, mes enfants, vous prenez un pinceau, et puis allez-y, quoi. Do it. Faites-le. Montrez-nous. Il y a très peu de peintres qui deviennent des critiques. Très peu, dans l'ensemble. Ou alors ce sont de très mauvais peintres. Je donne un exemple qui m'a ulcéré. C'est le Van Gogh de Piala. Piala avait commencé avec la peinture. Il n'était pas bon. Il a dû s'arrêter. Mais Piala met dans la bouche de Van Gogh des choses qui ne sont pas du tout de Van Gogh. C'est lui qui parle à travers Van Gogh. Alors, j'ai envie de dire à Piala, écoute mon grand, fiche la paix à Van Gogh, il t'a rien demandé. Il t'a rien demandé. Peins, si tu veux. Django Reinhardt aussi a peint. Bon. Hein, il valait mieux qu'il fasse de la musique. Mais voilà. Mais c'est quand même un minimum de ne pas parler
pour l'autre, de respecter même de respecter son mystère. On n'a pas besoin de savoir qui était la femme de l'origine du monde de Courbet. On n'en a pas besoin. Cette toile se suffit elle-même. Le fait d'aller chercher un morceau soi-disant de l'origine du monde et de coller une tête sur cette toile magnifique, c'est immonde comme procédé. C'est immonde. C'est une véritable trahison et c'est un non-respect mercantile de la vérité de l'art. C'est ça qui est terrible. On n'a pas besoin d'aller déterrer les cadavres et de leur mettre des... Hein. Il n'y a pas une seule biographie de Picasso qui ne dégueule sur Picasso. Sauf peut-être celle d'un écrivain communiste qui m'échappe à l'instant. Mais voilà quoi. Il faut laisser les morts enterrer les morts et surtout il faut laisser les vivants, il faut laisser les morts s'échapper aux interprétations mortifères des vivants. C'est un respect nécessaire, il me semble. Hein. Voilà. Alors, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Tu es devant une toile, tu peux t'y projeter, interpréter tout ce que tu veux. Mais de grâce, n'impose pas forcément ça aux autres. De grâce. Ah oui, il y a quelqu'un qui a sous une de mes toiles que je trouve très belle, qui s'appelle Le nu à la meule, qu'est-ce qu'elle a le modèle, qu'est-ce qu'elle a elle a mal au dos, ben non. J'ai juste demandé au modèle, dans la paille, hein, ça pique la paille, hein. On m'a mis une veste, là je suis obligé d'expliquer, parce que voilà, de se cambrer, parce que c'est beaucoup plus joli, un corps cambré, euh, donc avec le creux des reins. Je parle d'un point de vue graphique, c'est plus joli, un corps cambré, qu'un corps, hop, comme ça, tout raide, d'accord? Bon, c'est pas à peine d'aller chercher des interprétations à la con, elle a mal au ras, ben non. C'est moi qui lui ai demandé au modèle de se cambrer. C'est comme ça. Mais là, je dévoile. Il n'y a pas à dévoiler. Je ne devrais pas dévoiler. C'est juste pour répondre de façon un petit peu ironique. Voilà. C'est, il y a la toile, on la prend ou pas. Et puis, et on gère sa propre émotion. On aime, on n'aime pas, on est interpellé, tout ce qu'on veut. Mais de grâce, n'infligeons pas ça aux autres. C'est pas la peine, ça sert à rien, c'est du temps perdu. Le meilleur moyen, c'est de prendre un pinceau et d'essayer soi-même. Voilà. Hein? Alors, chers amis, chers compagnons de lutte, je vous dis bonne journée. Hasta la victoria.